Merci d'être sur la télévision La Bari pour suivre le journal de ce jour, jeudi 8 juillet 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Fin ce jour des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC session 2021 au Niger. Cette année, toutes les dispositions ont été prises pour réussir l'organisation et dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé à la grande satisfaction des responsables des centres de ces examens, mais aussi des candidats, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Farida Moukala, elle est stagiaire de l'IFTIC, et Nasser Seydou. Les épreuves des examens du brevet d'études de premier cycle session 2021 ont pris fin ce jeudi 8 juillet 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Fin des épreuves qui marquent la satisfaction des candidats. Les épreuves, ça a été vraiment, surtout SVT, Histoire Géo, anglais et français. Tout s'est bien passé. J'espère avoir écrit et que Tahamana est 100%, que tout le monde ait son BPC. Dans l'ensemble, c'était très bien. On espère la réussite, Inch'Allah. Oui, les épreuves, ça s'est bien passé et on espère un 100%, Inch'Allah. Les épreuves se sont passées très bien. On espère avoir 100%, pas de difficultés, je ne trouve pas. Les épreuves ont été formidables. Au président du jury du centre Tahamana de Niamey rappelle les conditions dans lesquelles se sont déroulés les examens. On n'a pas eu de problème. Tout s'est très bien passé, vraiment il n'y a pas eu de problème. Les élèves ont été suffisamment sensibilisés, donc ils savent qu'ils ne doivent pas amener le téléphone, ils savent qu'ils doivent... En tout cas, on a bien surveillé, les surveillants de salle aussi ont été sensibilisés, donc tout le monde a fait son travail. Et puis même les absents, on a 493 candidats, il n'y a pas eu beaucoup d'absents. Donc 19 absents la première journée, et 16 absents la deuxième journée et 17 absents la troisième journée. Donc il n'y a pas eu beaucoup d'absents, en tout cas, Dieu merci, ça va. On espère que les élèves quand même vont réussir. En tout cas, pour ceux qui ont des fraudes là, pour cette année, en tout cas, nous trouvons que ça va. Espérons que ça continue comme ça. Vous voyez, donc les élèves, en tout cas, normalement, ils vont travailler et on espère que le vrai résultat va sortir cette fois-ci. Tout est bien qui finit bien, ont mentionné les candidats et les présidents du jury qui n'ont d'ailleurs signalé aucun cas de fraude. Bonne chance donc à tous les candidats à ces épreuves donc écrites du BEPC session 2021 qui ont pris fin aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Le Premier ministre chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou a rencontré hier 7 juillet 2021 les responsables des centrales syndicales des travailleurs du Niger. Au menu des échanges, le processus de révision du statut général de la fonction publique. Explication avec le secrétaire général de la CDTN, Djibrila Idrissa. Probablement un petit souci avec cet élément. Le temps de revenir sur cet élément, notons cette cérémonie de remise officielle ce matin de 6000 super blouses à usage médical dédiés au centre de recherche médicale et sanitaire CERMES du Niger. Un geste qui émane de la République française et qui rentre dans le cadre de la riposte contre le coronavirus au Niger. Et c'est le ministre de la Santé publique, Dr Idi Ilyas Minessara, qui a procédé à la réception de ce don d'une valeur de 13 millions de francs CFA. Précision, Nafisa Yahaya et Sadou Doumi. 13 milliards de francs CFA hors taxe, c'est la valeur de ce don en nature essentiellement composé de 6000 blouses à usage médical. Ce don qui rentre dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 émane de la République française et témoigne de son engagement à rester mobilisé aux côtés du Niger dans cette lutte. Symboliquement et concrètement, l'objet de cette cérémonie est la remise de 6000 surblouses à usage médical qui sont un don du Fonds de dotation de Montpellier Rugby et de la société Overprime, acheminé grâce au soutien logistique de la Force Barkhane et de la société SDI. Dès le début de la pandémie, nous nous sommes mobilisés rapidement pour appuyer le Centre de recherche médicale et sanitaire, le CERMES, qui est un laboratoire de référence au Niger et qui est membre aussi du réseau international des instituts Pasteur. Par les différents appuis du ministère français des Affaires étrangères, mais aussi de l'Agence française de développement et aussi de l'Institut Pasteur, le CERMES aura bénéficié au total de près d'1 million d'euros, donc 650 millions de francs CFA, pour contribuer à sa remise à niveau, l'appuyer dans la conduite de ses activités pour l'achat d'équipements et de matériel,
et financer une dizaine de programmes de recherche. Au-delà de ce soutien financier direct, la mobilisation a aussi été collective, avec le soutien logistique apporté par l'Institut de recherche pour le développement, IRD, la Force Barkhane, que je remercie, et la société SDI, que je remercie. Prenant la parole à cette occasion, le président du conseil d'administration du Centre de recherche médicale et sanitaire CERMES et le ministre de la Santé publique ont respectivement salué ce geste de la France qui vient à point nommé. En effet, depuis le début de cette pandémie, la France avait mis à la disposition du CERMES plus de 400 millions de francs pour l'achat d'équipements, de consommables de laboratoire, d'infrastructures, etc. Nous tenons à remercier les différents donateurs. Aujourd'hui encore, grâce à une convention de mécénat entre le Fonds de donation Montpellier-Rugby et l'ambassade de France, vous mettez à la disposition des 5 structures de notre département ministériel 6 000 surblouses à usage médical d'une valeur de plus de 13 millions de francs. Cela illustre aussi la bonne volonté de votre pays à accompagner le ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales dans la mise en œuvre de son plan de développement sanitaire, qui fait de l'intensification de la lutte contre les maladies une des premières priorités du programme de la Renaissance. Dédié au CERMES, ce don est destiné à l'hôpital national, à l'hôpital général de référence, au CHU Amir Boubacar et à la direction régionale de la santé publique de Niamey. Je le disais tout à l'heure, le Premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, a rencontré hier mercredi 7 juillet 2021, les responsables des centrales syndicales des travailleurs du Niger. Au menu des échanges entre le chef du gouvernement et les responsables syndicaux, le processus de révision du statut général de la fonction publique. Plus de précisions avec le secrétaire général de la Confédération des travailleurs du Niger, CDTN, Djibrila Idrissa. Le 21 juin, nous avons rendu une déclaration sur le processus de révision du statut général de la fonction publique. Et à la suite, le même jour, à la suite de cette déclaration, nous avons demandé à rencontrer le Premier ministre sur cette question de révision du statut général de la fonction publique. Il a fallu hier, après 2 reports, pour que cette rencontre ait lieu. Et au cours de cette rencontre, nous avons expliqué au Premier ministre notre mécontentement qui est dû à la procédure utilisée par le ministère de la fonction publique. C'est quoi cette procédure? Elle n'a pas été participative, elle n'a pas impliqué les partenaires sociaux et il a fallu le 10 juin pour qu'on nous envoie l'avant-projet du statut général de la fonction publique et nous inviter au conseil consultatif de la fonction publique le 16 pour dire de faire nos observations avec une précipitation telle que nous l'avions dit dans notre déclaration. Donc, on a eu un long débat sur le processus de révision du statut général de la fonction publique et de notre vision par rapport à ce processus, c'est-à-dire une procédure participative, une procédure qui implique l'ensemble des partenaires sociaux, dont principalement les organisations syndicales. Après un long débat, le Premier ministre a reconnu que la procédure est à revoir et par conséquent, il a proposé à ce que un cadre d'échange soit créé sous forme d'atelier pour que les organisations syndicales puissent apporter leur contribution, c'est-à-dire leur proposition d'amendement ou leur position par rapport aux différentes dispositions contenues dans ce projet de loi. Et nous avons trouvé que cette démarche, elle est véritablement acceptable et nous avions marqué notre accord. Parce que nous avons dit au Premier ministre, nous ne sommes pas contre le principe de révision de cette loi, mais nous sommes contre la procédure non participative, le processus rapide que le gouvernement, à travers le ministère de la fonction publique, voulait utiliser. Donc, nous pouvons dire que si cet engagement
est tenu par le Premier ministre ou par le gouvernement, nous pensons que ça permettrait à ce que, comme en la matière c'est bipartite, que les partis puissent se comprendre et produire un document consensuel tel que le Premier ministre même l'avait dit. Parce qu'il a dit, leur souhait c'est d'avoir un document consensuel, pas un document qui, avant même son adoption, on va connaître des contestations. Comment stabiliser la région du Liptako-Gourma? C'est à cette question que les maires et les directeurs nationaux des frontières de la région du Liptako-Gourma réunis à Niamey vont se pencher. Une rencontre présidée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Précision Ismaël Moumouni et Abokar Soubey. À cheval sur les frontières communes au Burkina Faso, au Mali et au Niger, la région de Liptako-Gourma, encore appelée zone des trois frontières, est depuis 2015 l'épicentre de l'escalade des violences qui embrasent le Sahel. Face à cette situation, quoi de plus noble que de réunir des communautés frontalières autour de ce qui les divise et de ce qui est susceptible de les diviser, de réunir les autorités locales, administratives et coutumières autour d'une table pour débattre de problèmes communs et trouver des solutions communes, toutes choses qui concourent à renforcer et à promouvoir les rapports de bon voisinage. Des partenaires tels que le PNUD accompagnent ces États pour venir à bout de ce problème. La rencontre d'aujourd'hui, qui se poursuivra demain, sera l'opportunité de clarifier l'approche stabilisation et de bénéficier des leçons acquises à travers la stabilisation du bassin de lac Tchad. Approfondir la discussion sur les rôles et les responsabilités de chacun, surtout dans la zone de Liptako-Gourma, ayant beaucoup d'intervenants dans plusieurs domaines pour éviter la dispersion. Nous vous assurons de l'appui du PNUD et de ses partenaires à vous accompagner dans vos efforts à stabiliser la région de Liptako-Gourma et vous souhaitons plein succès aux travaux. En procédant au lancement de l'activité, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur a rappelé leurs attentes. Il s'agit dans le cadre de ce processus qui se veut particulièrement participatif, de prendre en compte la coopération transfrontalière aussi bien dans sa dimension stratégique que dans sa dimension opérationnelle. J'ai le plein espoir qu'à l'issue des 2 jours que dureront nos travaux, nous atteindrons les objectifs fixés et les résultats attendus des présentes assises. Permettez-moi à cette étape de mon propos d'exprimer au nom des États membres de l'ALG et au mien propre ma profonde gratitude à la République fédérale d'Allemagne et au PNUD qui, en ce moment difficile, se sont engagés aux côtés de l'ALG pour financer l'élaboration et la mise en œuvre de ce mécanisme de stabilisation. Vu le profil des participants, les conclusions pertinentes sortiront des assises de cette rencontre qui va durer 2 jours, et c'est là pour le plus grand bonheur de ces pays au-delà l'ensemble de l'espace sahélien. Merci Ismaël Moumouni. Valoriser les productions agro-silvo-pastorales par la transformation, la commercialisation, le stockage et la transformation, c'est entre autres sujets de l'atelier sur lesquels les participants à l'atelier de l'ONG GRIT vont se pencher ici à Niamey. Objectif, trouver des solutions aux problèmes du secteur agroalimentaire au Niger. Voyons tout cela avec Asma Seydou et Ibrahim Abdou. Mettre en contact les acteurs impliqués dans les systèmes alimentaires au Niger et permettre à coup sûr de favoriser le réseautage indispensable à la consolidation du secteur et l'appui à la mise en place d'un cadre réglementaire et législatif national en matière de fortification nutritionnelle. Tels sont les objectifs visés à travers la présente rencontre initiée par l'ONG GRED, accompagnée par ses partenaires qui ont comme ambition de contribuer et réduire durablement ce problème de santé et de développement, tant en milieu urbain que rural. La conférence d'aujourd'hui consiste justement à mettre l'ensemble des acteurs du secteur ensemble
pour qu'ils discutent ensemble, qu'ils se rencontrent et qu'ils trouvent des solutions aux problèmes qui minent le secteur. Vous n'êtes pas sans le savoir qu'aujourd'hui au Niger, nous arrivons à bien produire, mais une des choses qui nous manque, c'est comment faire de sorte que justement la productrice ou le producteur de céréales vit entièrement dépendant de sa production ou de sa transformation. Donc l'objectif de cette réunion, c'est de faire de sorte justement que l'ensemble de ces acteurs-là discutent et on trouve des solutions ensemble pour permettre à tous les secteurs d'évoluer ensemble et mieux encore qu'on soit compétitif dans l'espace CEDEAO, IMOA, mais aussi ailleurs. La valorisation des productions agro-silvopastorales par la transformation, la conservation, le stockage et la commercialisation, un thème apprécié par le haut-commissaire à l'initiative 3N dans son discours d'ouverture. Le haut-commissariat à l'initiative 3N est une administration de mission dont le mandat est la coordination multisectorielle et les réformes, notamment, ainsi que la ressources et l'animation des instances de concertation des acteurs pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, a eu l'honneur, à travers le haut-commissaire à l'initiative 3N, d'être nommé par son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, coordinateur national des concertations multi-acteurs sur les systèmes alimentaires. La présente concertation indépendante qui porte sur les défis liés à la valorisation de la production agro-silvopastorale et halieutique, couplée à une rue marchande, offre l'opportunité de la prise en compte des préoccupations des transformateurs, des transformatrices et des consommateurs de nos produits locaux. Pour rappel, cette rencontre du projet GREAT Niger a été possible grâce à l'appui financier de l'Union européenne et ses autres partenaires. Le lancement ce jeudi à l'hôtel Bravia d'un projet dénommé Projet Éducation à haute voix, cérémonie à travers laquelle la plateforme vers la fin du mariage forcé des enfants a été lancée à travers un atelier à l'hôtel Bravia, un atelier résumé par Nafissa Zakou et Halidou Brema. L'atelier vise le renforcement du projet Éducation à haute voix financé par le réseau FIPA Épouse, membre de la plateforme vers la fin du mariage des enfants. Ce projet Éducation à haute voix vient renforcer les moyens de mise en œuvre du plan stratégique national pour mettre fin au mariage des enfants au Niger. C'est un projet qui va contribuer à l'effort national qui est fait par le gouvernement de l'État nigérien pour mettre fin au mariage des enfants, lequel constitue aujourd'hui une véritable problématique de développement. Et les acteurs qui sont là, ce sont des ONG nationales, ce sont des leaders, ce sont des acteurs qui sont engagés et qui ont fait beaucoup de choses. Maintenant qu'il faille mettre ensemble et essayer de trouver des alternatives communes pour exactement travailler davantage sur cette problématique qui en réalité constitue de la vie de beaucoup d'acteurs la véritable pesanteur pour réaliser l'empowerment social, économique et politique des femmes. Procédant au lancement des travaux de ce projet, le secrétaire général du ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a salué l'initiative. Il n'est un secret pour personne. Notre pays est sous les projecteurs des acteurs nationaux et internationaux de protection de l'enfance depuis que l'enquête démographique et de santé EDSN de 2012 a révélé que 76,3% des filles de notre pays sont mariées avant l'âge de 18 ans. Ce taux est évidemment très élevé pour un pays dont la population est d'environ 20 millions d'habitants, avec 58,2% de moins de 18 ans, selon les dernières données publiées par UNICEF Niger. Depuis cette alerte, le gouvernement s'est engagé en collaboration avec ses partenaires nationaux et internationaux à inverser cette situation dommageable pour les filles du Niger. En tant que ministère en charge de la protection de l'enfant, nous conduisons et coordonnons beaucoup d'initiatives qui ont permis d'obtenir des avancées notables en la matière. Durant toute une journée, les participants seront édifiés sur le plaidoyer budgétaire, une façon pour la plateforme d'amener tous les acteurs à contribuer pour mettre fin au mariage des enfants au Niger.
Le Conseil supérieur de la communication CSC a organisé ce jeudi 7 juillet 2021 un déjeuner de presse au complexe Le Mafé. Objectif est d'échanger avec les journalistes sur les questions d'ordre professionnel, mais aussi sur le fonctionnement de l'organe. Précision avec le président du CSC, Dr Kabir Sani. La grande famille de la presse se réunit pour qu'on puisse échanger, discuter de certains sujets, apporter certaines réponses à des inquiétudes souvent avérées des médias en général ou par méconnaissance de certaines situations. Donc c'était l'occasion pour nous de nous retrouver après quand même un cycle électoral laborieux au cours duquel, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment les médias ont été responsables. Ils ont vraiment assuré leur mission de service public d'information et de communication parce que vous avez constaté de vous-même certains propos, certaines attitudes qu'on a retrouvées dans les médias sociaux ne se guère retrouvées dans les médias classiques. Et c'est l'occasion une fois de plus de vous remercier pour votre professionnalisme. Mais il y a aussi des sujets qui sont passionnants ou qui fâchent, notamment la question du fondement de la presse. Donc, nous avons eu peut-être la malchance d'être le premier conseil à appliquer la nouvelle loi sur le fonds d'aide à la presse. Donc, quand on dit quelque chose qui est nouveau, il y a souvent des incompréhensions, il y a des erreurs, n'est-ce pas? Et il y a des expériences et des leçons à tirer. Donc nous sommes à ce stade, c'est pour ça qu'on a entendu tout le monde. Et vous avez entendu les préoccupations des uns et des autres. Entre nous qui devons exécuter l'application de la loi sur le fonds d'aide à la presse, qui sont des fonds publics, et être strictement dans l'encadrement, dans les sillages de la loi, c'est très difficile, mais il fallait d'abord tenir ce cap-là. Deuxième chose, tirer les leçons de cette première expérience. Donc c'était l'objet aussi de cette rencontre, un des objectifs pour expliquer aux responsables de la presse que ce n'est pas le CC qui a décidé cette orientation nouvelle du fonds de la presse, c'est la loi qui a été modifiée en mars 2018. Deuxième chose, c'était parler aussi de la conséquence de cette loi, la formation des journalistes, parce que c'est une des motivations qui a amené le gouvernement à réorienter, parce qu'on s'est rendu compte que les journalistes nigériens qui ont souvent des soucis avec la justice, ou avec des citoyens, c'est pas de leur propre volonté qu'ils sont dans ces situations. Souvent, c'est la méconnaissance des textes ou un manque de formation, parce que le métier de la presse est ce qu'il est. Donc maintenant, nous sommes en partenariat avec l'IFTIC. 35% de ce fonds d'aide à la presse va servir à former des journalistes. Et c'est important, ça c'est une victoire pour vous d'abord, les journalistes. Parce que ça permettra à un journaliste, quel que soit l'organe de presse où il travaille, de bénéficier de cette formation quasi gratuitement. Et l'employeur ou le promoteur ne peut pas lui arracher ce droit. Deuxième chose, c'était de vous rassurer par rapport à la convention collective. Ce n'est pas la faute du CSC, ce n'est pas la faute du gouvernement, ce n'est pas la faute des promoteurs. Ce qui est fait, comme disent les Ivoiriens. Le CSC a aidé le gouvernement à créer tous les textes additionnels par rapport à la mise en œuvre du décret de 2017 qui régit la publicité au Niger. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? C'est à vous aussi de dire à vos promoteurs en toute courtoisie, en toute confraternité, écoutez, puisque le texte est là, aidez-nous à l'appliquer. Si on l'applique, il y aura au moins des recettes. Et ils doivent améliorer votre quotidien. Parce que c'est une convention qui elle est négociée entre promoteurs, journalistes et le ministère de la Communication. Le CSC n'est qu'un acteur en embuscade qui a fait aussi de son mieux pour que le chantier soit fini, et il est fini, je vous l'assure. Maintenant, je vous dis que la prochaine étape, c'est d'organiser un séminaire gouvernemental pour expliquer à l'État que nous sommes à une phase où il faudrait vraiment qu'on accélère cette procédure-là. Parce que les promoteurs nous ont dit, bon, vous avez fait le texte, mais nous, on ne voit rien. Il faut d'abord que l'État, à travers ces sociétés propres, commence à verser un certain taux dédié à la publicité. Parce qu'il y a quelques groupes ou quelques agences de communication qui en bénéficient. Or, la loi fait obligation à toutes les entreprises, publiques comme privées, de dédier un pourcentage de leurs recettes à la communication et au social. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait négocier. Et pourquoi pas revoir aussi la loi sur les redevances. Donc c'est cet aspect-là, mais il faudrait que vous aussi, vous amenez, je ne vous dis pas de faire la guerre avec vos promoteurs, mais de faire un débat sincère et humain sur cette question. Et vous facilitez la tâche, et à eux, à l'État et au CC, et vos conditions de vie seraient améliorées.
De la culture dans ce journal et nous partons à la rencontre d'un artiste nigérien. Il s'agit de Hakim Ekin, un artiste rappeur. Du haut de ses 4 albums, il reste l'un des artistes préférés des Nigériens. Je vous propose de suivre Hakim, notamment il était interrogé par nos confrères du studio Kalangu. Mon fils, vas-y, que Dieu te protège, sois courageux, même si ta vie c'est comme la vie du décor. T'es mal le meilleur rappeur qui te passe le message. La zik ça donne des pesos et puis ça donne des péchés. Et il y avait vraiment des temps où j'étais contraint d'arrêter parce que mon vieux voulait me chicoter. Vous avez vu ça dans le clip, non? Tu as vu ça? C'est réel, hein? Il voulait me chicoter, j'ai arrêté. Il a dit, il faut que tu aies ton bac, il faut que tu aies un diplôme, il faut que tu fasses ceci, cela. Donc après, quand j'ai accompli tout ça, là, il m'a vu à la télé, hein? Voilà. Mais la carrière de Hakim, c'est 2016. La carrière de Hakim, c'est 2016. C'est 2016 que j'ai décidé vraiment de faire. Je suis plutôt dans le rap et l'afro. C'est le 4e en fait qui va sortir. J'ai 3 pour le moment. Le 4e sort dans une semaine. Et je pense que parmi tous les morceaux que j'ai composés, mon préféré, les 4 albums, je précise, ça fait 40 morceaux. Et c'est Good Morning. Ça ne change pas. Nous, notre rap nigérien qu'on connaît, il véhicule des messages. Aujourd'hui, les artistes aussi entre eux, ils peuvent se faire des clashs, ça fait partie du rap nigérien, mais le message c'est la base. Mais dénuder des filles dans les clips, ça là, vraiment, je ne sais pas, chacun a son choix, je ne vais pas juger quelqu'un, mais je trouve que ce n'est pas bien. Moi, je te donne un exemple. Aujourd'hui, mes sons, la plupart de mes sons, ma maman, elle peut te les chanter par cœur. Moi, mon vieux, quand il met le baf, le matin, quand il pose son thé, il dépose le baf, il aligne mes 3 albums. Tu vois, non? En cours de journée, c'est ça qu'il écoute. Aujourd'hui, si je dis que je vais commencer à dénuder des filles dans mon clip, tu vois, non? Ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Et aujourd'hui, j'ai des sœurs aussi. Tu vois, si par hasard tu tombes sur ta sœur dans un clip, ça va te choquer. C'est un choc international. Tout ce que je raconte dans ma musique fait partie de ma vie. Tout ce que je vis au quotidien, c'est ça que j'écris. Il n'y a pas de vie inventée. Ça fait partie de Enfants du Charbon, volume 2, EDC2, qui sort le 7 juillet, dans une semaine, Inch'Allah. La musique, c'est la coépouse de ma femme. Ah, c'est la coépouse de ma femme. Je dirais que c'est la 2e femme, parce que je vis musique, je dors musique, je me réveille musique, je mange musique, tu vois, non? Ce sont les crabes moulés, trop de wash dans la foulée, moto chisa mangida, ma femme ine, kalda kusake, et chante, tout le monde. Quand tu vois quelqu'un faire de la musique, c'est pas un gosse de riche, c'est toujours un gosse de pauvre qui fait la musique au Niger, ça c'est clair. Ce n'est pas qu'une distraction, c'est un métier. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de vouloir, non, demain que je vais ouvrir une boutique, je vais venir m'asseoir, les enfants du quartier vont venir acheter des pour dire non, c'est Hakim. Non, pas du tout. C'est soit je finis ministre de la culture. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais oui, toi aussi, il faut avoir des rêves. Du courage donc à l'artiste. Un mot du sport avant de boucler ce journal. Poursuite à Zander de la phase finale du championnat de Ligue régionale. Toutes les 8 régions du pays sont présentes à Zander pour prendre part à ce tournoi qui prendra en principe fin ce samedi, nous précise Ibrahim Tikere depuis Zander. La phase finale du championnat national de Ligue régionale 2020-2021 bat son plein au stade Léon Didi de Zander. Toutes les 8 régions du pays sont présentes. Nous l'avions appelé Ligue régionale qui se joue en 2 phases. Donc une première phase qui se joue, comme ça s'appelle, en région, c'est-à-dire les associations organisent leur compétition et à la fin ils dégagent leur champion qui représente la région à la phase finale qui est organisée dans une région sous forme de regroupement. Tout se passe bien, nous sommes effectivement à l'avant-dernière journée, donc tout se passe bien, vous venez de voir tout à l'heure un bon match. J'avoue que vraiment il y a de la qualité, nous assistons vraiment à des très bons matchs, donc ça veut dire que vraiment en région il y a du travail vraiment qui est bien fait par les associations, donc vraiment nous les encourageons, nous les exhortons vraiment à travailler encore plus pour nous vraiment dégager des très bons joueurs.
Cette compétition est une véritable opportunité pour la direction technique nationale qui a dépêché ses techniciens à Zender. La direction technique est présente avec 3 techniciens qui sont là pour voir quels sont les éléments qui peuvent vraiment intégrer nos sélections et de jeunes dont U16, U20 et probablement U23. Si dans la poule A, les équipes de l'Université Abdoumouni de Niamey et l'ADA FC de Difa sont en tête, la poule B connaîtra ses qualifiés au terme des matchs de ce jeudi 8 juillet. Notons que la finale aura lieu le 10 juillet, toujours à Zender, qui accueillera le même jour les travaux de l'Assemblée générale élective de la Fédération nigérienne de football. Un seul candidat est en lice, il s'agit du colonel-major Pelé. Merci Ibrahim Tikre et bon séjour dans la capitale du Damagaram. Point final de cette édition. Et merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.